Bonsoir à tous et merci de votre présence. Je voudrais présenter ce soir les thèses essentielles de mon avant-dernier livre qui est maintenant traduit en espagnol chez Anagramme et qui est publié déjà en Espagne. Donc, vous aurez le livre, je pense, dans quelques semaines en Colombie. Donc, c'est un peu en avant-première que je voudrais présenter une réflexion sur la culture de la globalisation. Comme chacun le sait, l'époque contemporaine, c'est l'époque de la globalisation. Et la globalisation, en général, elle est présentée autour de deux grands phénomènes. C'est d'un côté le marché généralisé, depuis l'effondrement du mur de Berlin, et d'autre part, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, en gros Internet. Ceci est juste, mais je pense que ça ne suffit pas. Il n'y a pas que les facteurs techniques, économiques et politiques qui définissent le monde de la globalisation. En fait, la globalisation, c'est aussi une culture. Une culture, c'est-à-dire une nouvelle forme de conscience, de perception du monde. C'est aussi une nouvelle place de la culture dans le fonctionnement de la société. Alors, je pense qu'avec l'époque de la globalisation, nous voyons se mettre en place une espèce de culture globale, une culture transnationale, et que j'ai appelée la culture monde. Une culture monde, c'est la culture de la globalisation, une culture qui englobe en quelque sorte toute la planète et qui change notre regard, notre perception de la réalité mondiale. Alors, pour caractériser cette nouvelle culture, je voudrais en présenter les traits essentiels autour de 5 traits fondamentaux. Premier trait. L'âge de la culture monde désigne d'abord le moment où s'est propagé le capitalisme sur l'ensemble du monde. Aujourd'hui, même la Chine, comme vous le savez, s'est convertie à l'économie de marché, et peut-être à part Cuba encore, c'est la seule petite exception tout à fait minoritaire par rapport à cette réalité. Ça, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Mais le triomphe du capitalisme n'est pas seulement économique. Le triomphe du capitalisme, il est aujourd'hui culturel. D'abord, il faut bien comprendre qu'il n'existe plus aujourd'hui, et c'est nouveau, de grands systèmes de pensée qui visent à la destruction du marché. C'est la première fois. Depuis le XVIIIe et XIXe siècle, le capitalisme s'est développé, mais avec des contre-modèles. Avec le modèle d'une économie planifiée, par exemple. Il y avait le capitalisme et ses adversaires. Aujourd'hui, il n'y a plus réellement d'adversaires
du monde capitaliste. L'hypercapitalisme, en ce sens, si vous voulez, et c'est le système où, pour la première fois donc dans l'histoire, il n'y a plus de véritable concurrence à l'univers du marché. Donc l'esprit du temps, l'esprit de notre époque s'est converti au capitalisme, au marché, et le marché construit une culture sans frontières, une culture monde, puisque désormais, tout le monde embrasse l'esprit du capitalisme. En même temps, le capitalisme s'impose en faisant reculer les forces structurantes des idéologies, des institutions qui autrefois arrêtaient la logique du marché. Au XIXe siècle, au début du XXe siècle, il y avait déjà le marché, mais il y avait des forces contraires qui l'arrêtaient. Il y avait l'imaginaire il y avait l'Église, la nation, les partis politiques, l'école, la culture, l'art, qui fonctionnaient comme des sortes de remparts, qui n'étaient pas en dehors totalement du marché, mais qui reposaient sur d'autres logiques. Alors aujourd'hui, ces systèmes demeurent, mais ils sont de plus en plus redéfinis, restructurés par les logiques mêmes de la compétition, de la concurrence, de la performance. Autrement dit, les logiques mêmes du capitalisme, la compétition, la concurrence, la performance, n'ont plus véritablement de cran d'arrêt. Ils se sont diffusés partout et donc c'est une véritable victoire culturelle du capitalisme et pas simplement une victoire économique. Le capitalisme de l'âge de la globalisation, au fond, désigne l'omnipotence du marché et l'extension des logiques du marché à ce qui autrefois était extérieur au marché. Tout désormais se pense en termes de calcul individualiste, de coûts et de bénéfices, de rentabilité, de performance. Autrement dit, le marché est devenu le modèle général de la pensée et des activités dans nos sociétés. Et donc, il y a une sorte de logique universelle du capitalisme qui est un capitalisme sans frontières économiques et même sans frontières culturelles. Si le triomphe du capitalisme est culturel, c'est aussi parce qu'il a gagné l'imaginaire, les modes de pensée, les buts de l'existence, le rapport à la culture, à la politique, à l'éducation. Vous voyez, depuis quelques années, on publie maintenant chaque année les performances des meilleures universités dans le monde. C'est-à-dire que l'université est elle-même entrée dans une logique de la compétition et de la performance, qui est la logique même du capitalisme. Même l'école, en d'autres termes, est restructurée par la logique du capital. Ce n'est pas seulement l'école. Il y a également l'art et les artistes qui maintenant participent intégralement à cette culture monde marchande. Vous savez que le premier qui a lancé cette idée, c'était Andy Warhol. Andy Warhol, dans les années 60, déclare une phrase tout à fait provocatrice à l'époque. Il dit de lui-même « Je suis un artiste commercial, business artist ». Évidemment, c'est une rupture complète
par rapport à l'imaginaire de l'artiste moderne, qui était un imaginaire romantique. L'artiste qui méprise le succès, qui méprise l'argent, qui méprise le marché. Depuis le 19e siècle, l'artiste, c'est celui qui participe de la vie de la bohème. La bohème, c'est l'anti-bourgeois. C'est la haine du bourgeois, la haine de l'argent, le mépris du succès facile. Andy Warhol, dans les années 60, dit non, la plus grande œuvre d'art, c'est de réussir et de gagner de l'argent. Vous voyez la révolution culturelle que ça implique. C'est-à-dire que même l'art est intégré dans l'imaginaire et les processus culturels du capitalisme. L'époque, du coup, n'est plus à la recherche de la gloire immortelle. Les artistes, depuis très longtemps, méprisaient le succès rapide. Ils disaient le succès rapide, c'est un succès commercial, ça n'a pas de valeur. Les choses changent aujourd'hui. Aujourd'hui, le succès doit être rapide, y compris dans l'avant-garde. Et vous avez désormais, avec un marché de l'art qui explose littéralement, vous avez des jeunes artistes qui, en 5-10 ans, atteignent des cotes qui dépassent les maîtres de la Renaissance. C'est un processus, là aussi, d'accélération du processus et qui montre comment le marché de l'art est entré pleinement dans un type de marché spéculatif financiarisé. C'est dans ce sens un bouleversement complet qui s'est opéré. L'art se voulait un autre monde, un monde à part, avec d'autres lois, un monde en conflit avec l'argent et la réussite. Cet univers-là a changé, ce n'est plus cela. L'univers de l'art aujourd'hui a cessé d'être un autre monde. Il est exactement structuré par les mêmes logiques du succès, de l'argent, de la mode. Tout cela, aujourd'hui, participe du même monde médiatico-publicitaire et du monde médiatico-marchand. Et ceci ne vaut pas seulement pour les œuvres d'art et les artistes, ça vaut aussi pour les musées. Le musée, depuis le XVIIIe siècle, représentait un espace à la gloire de la nation et qui devait présenter les chefs-d'œuvre de l'humanité, c'est-à-dire des œuvres échappant au marché, des œuvres immortelles que l'on extrait du marché, et donc le musée représente un autre monde. Ce n'est plus ainsi. Aujourd'hui, les grands musées ont des objectifs de croissance, de rentabilité financière, de retombées touristiques. On construit des musées pour faire venir les touristes. On élève on construit des expositions pour faire venir les gens. On a aujourd'hui des magasins dans les musées pour que ça rapporte de l'argent. Autrement dit, même les musées commencent à entrer dans la logique du marché et de la logique des marques. Des marques. Prenez un musée comme le Guggenheim. Le Guggenheim, c'est une marque qui s'exporte dans le monde. Le Guggenheim, initialement, qui est à New York, il y a maintenant plusieurs Guggenheim dans le monde, y compris à Bilbao, qui, grâce à ce musée, a vu sa ville redémarrer sur le plan touristique. C'est des millions de gens qui vont voir le superbe édifice de Frank Gehry et qui a totalement transformé l'univers de la ville. Mais il y a là
donc d'une certaine manière un musée avec ses succursales, selon une logique de marché et de marketing. Même le Louvre, le plus grand musée du monde, désormais le Louvre va ouvrir une antenne à Abu Dhabi. Donc, on voit que petit à petit, toute ces logiques qui étaient celui du monde commercial, marchand, eh bien, aujourd'hui, gagne le monde de l'art et de la culture. C'était le premier trait. Donc, c'est la conquête du capitalisme mondial, c'est une culture mondiale, et en même temps qui a colonisé nos esprits de telle manière qu'il n'y a plus pratiquement aucune activité qui échappe aux impératifs du marketing, de la marque, de la publicité et de la rentabilité. Deuxième trait. Il n'y a pas que le capitalisme globalisé, il y a également l'univers technoscientifique qui participe à la construction d'une culture mondiale, c'est-à-dire planétaire. Car désormais, la technique a envahi toute la planète. Elle s'étend, cette technique, à tous les domaines de la vie. La technique s'empare de l'infiniment petit comme de l'infiniment grand. Elle vise à transformer la vie, à créer de nouvelles synthèses. Et en ce sens, il y a un véritable universalisme technicien. C'est la première fois que la technique aujourd'hui qui dépend de la science est la même sur toute la planète. Longtemps, les techniques portaient la marque des cultures. La technique des Indiens Guaranis, ce n'était pas la technique des Pygmées en Afrique. Aujourd'hui, nous avons une technique planétaire qui est la même technique, et cette technique, qui plus est, transforme les comportements. Et des comportements qui sont les mêmes sur toute la planète. Prendre l'ascenseur, conduire une voiture, prendre une douche, se servir d'une carte de crédit. Ce sont des gestes élémentaires de la vie. Mais ces gestes élémentaires de la vie sont les mêmes aujourd'hui sur toute la planète. La technique est plus que la technique. La technique transforme le rapport au monde, le rapport au corps. Prendre la pilule, par exemple, pour une femme. Ce sont des gestes désormais qui deviennent universels et qui ne sont plus marqués par des cultures particulières ou par les religions. Autrement dit, nous sommes de plus en plus dans une culture planétaire, parce que c'est la technique qui change de plus en plus nos modes de vie. Prenez le téléphone, voyez le téléphone portable, voyez l'ordinateur qui s'impose absolument sur toute la planète. Ça construit une culture monde, une culture mondialisée qui ne se distingue plus fondamentalement les unes des autres. Troisième trait, s'il faut parler d'une culture monde, c'est aussi parce qu'on voit triompher une culture tout à fait fondamentale qui est la culture de la consommation. Et que j'ai appelée d'ailleurs une culture d'hyper-consommation. C'est en effet c'est aujourd'hui toute la planète qui est entrée dans la course sans fin à
la consommation, à la mode, au loisir, au renouvellement perpétuel des objets, des signes, des services. C'est toute la planète qui a désormais le même objectif. L'objectif d'élever le niveau de vie, l'objectif des nouveautés marchandes, des marques, des médias. S'il faut parler d'une hyperconsommation, c'est parce que la sphère marchande est devenue une sphère omnipotente, tentaculaire. On consomme aujourd'hui partout. On consomme en tout lieu, à toute heure, dans les hypermarchés, dans le métro, les aéroports, les autoroutes. Il n'y a plus de lieu désormais qui arrête la logique de la consommation. On consomme de plus en plus le dimanche, la nuit, les jours de fête. Les fêtes qui traditionnellement étaient des moments commandés par la religion. La fête de la Noël, par exemple, c'est la fête du Christ, la naissance du Christ, sont devenues des fêtes consuméristes. Ce sont des fêtes pour le bonheur de l'enfant. Et des fêtes d'ailleurs qui se caractérisent par une sorte d'orgie de la consommation. On fait des repas, on achète des cadeaux à n'en plus finir. Alors, à présent, au fond, l'essentiel de nos échanges tend à devenir des rapports marchands. C'est presque la totalité de notre existence qui est colonisée par les marques et le marché. Prenez, évidemment, ce n'est pas une nouveauté absolument radicale. Il y a depuis très longtemps des logiques de marché qui sont présentes dans la vie. Mais c'est évidemment la première fois, par exemple, que des gestes ou les activités les plus simples de l'humanité, par exemple, j'en prendrai deux, les choses les plus élémentaires de l'humanité, parler, écouter, courir, c'est un phénomène absolument anthropologique, on ne peut pas imaginer l'humanité sans ça. Aujourd'hui, c'est colonisé par le marché. Aujourd'hui, pour parler, vous payez. Vous prenez le téléphone et vous payez avec votre abonnement. Et si vous voulez vraiment parler et en même temps être écouté, vous allez chez votre psy. Le psy, il est payé pour vous écouter, seulement pour vous écouter. Autrement dit, les gestes qui étaient les plus élémentaires et qui échappaient à la logique du marché sont pris dans la logique marchande. Prenez des gestes aussi élémentaires que courir. Courir, aller dans une salle de fitness, de forme. Vous voyez des gens sur des tapis et qui courent et qui payent l'abonnement pour courir. C'est ça la logique d'hyperconsommation. Les gestes les plus simples sont pris par le marché qui offre des services marchands. Autrefois, on pouvait acheter des produits. Alors, je ne sais pas, on achetait une salade pour manger à table. Maintenant, on n'achète plus une salade. On achète un sachet avec une salade qui est déjà préparée, qui est nettoyée et qui est faite pour une famille ou au contraire pour un plat, pour une personne seulement. On ne vous vend pas seulement le produit, on vous vend un produit marketé, segmenté et de plus en plus différencié. C'est ça l'hyperconsommation, c'est-à-dire une exacerbation de la logique marchande qui pénètre absolument tous les interstices, les détails de la vie concrète, de la vie quotidienne des gens. C'est la puissance du marché qui est capable sans cesse d'inventer de nouveaux segments, de nouveaux produits. Et c'est ça, véritablement, l'hyperconsommation. Il y a, à cet égard, une logique d'excroissance, de prolifération. Et c'est pour cela
que j'ai appelé cette société l'hyperconsommation ou l'hypermodernité. On n'est pas post, on est hyper. Parce qu'il y a cette excroissance, comme on le voit avec ces petits exemples concrets que je viens de donner, mais qui montrent bien combien c'est une logique d'exaspération, d'excroissance en toute chose. En même temps, on voit s'affirmer de plus en plus le rôle des marques, la passion des marques, sur fond d'érosion des encadrements et des anciennes cultures de classe. C'est une véritable culture de marque qui caractérise la planète. Parce que cette culture des marques, elle est planétaire. Aujourd'hui, Nike ou Google, ce n'est pas des marques nationales. C'est l'intégralité de la planète qui connaît ces marques et qui se définissent par ces marques. Et des marques qui sont désirées dans tous les groupes sociaux. Il y a des inégalités énormes entre les gens. Et la mondialisation, elle a intensifié les inégalités économiques. Mais en même temps, par les médias et également les passions individualistes, le goût des marques. Longtemps, si vous voulez, les groupes sociaux dans le monde avaient des cultures très différenciées. Par exemple, dans le monde populaire, il y avait l'idée que le luxe, c'était pas pour eux. Ils ne désiraient même pas avoir des objets de luxe ou les produits de luxe qu'ils ne connaissaient pas. Je me rappelle moi-même d'ailleurs, dans les années 60, je pense que j'aurais eu des difficultés à même citer une ou deux marques de luxe. C'était des choses qui étaient pour un tout petit monde. Ce n'était pas diffusé dans la société. Aujourd'hui, on a fait des enquêtes dans les écoles. Les jeunes de 14, 15 ans, 16 ans connaissent des dizaines de marques de luxe. Ils connaissent bien mieux les marques de luxe que les noms de l'histoire, de la littérature ou de la religion. Le luxe, les marques sont devenues une véritable culture, et y compris dans les classes déshéritées. Les classes déshéritées, je suis dans les favelas, ils connaissent le nom des marques, de la mode, de toutes ces choses prestigieuses, et ils les désirent. Une culture de marque, d'ailleurs, c'est une anecdote, mais qui va sans doute vous faire sourire. En Amérique, mais aussi en Afrique, cette culture de marque est tellement forte que les parents donnent des noms de marque à leurs enfants. Donc, il y a des enfants qui s'appellent Chanel, qui s'appellent Porsche. La culture est devenue quelque chose d'absolument accepté, banalisé dans le monde, mais pas dans le monde riche. Il est pour tout le monde. Autrement dit, on a là véritablement, encore une fois, une culture qui dépasse les frontières et qui est présente sur toute la planète. C'est une culture de marque, des marques mondiales désirées sur toute la planète. Les marques de luxe, mais les marques de voitures et les autres marques dont j'ai parlé. Le plus important également, c'est que il y a maintenant une dimension esthétique ou culturelle de la marque qui va bien au-delà de l'ancienne publicité. Car la marque elle-même se construit à travers des produits dont
le design et le packaging sont faits en termes esthétiques et créatifs, désormais, c'est tout l'univers de la consommation, et donc l'univers marchand, qui devient un univers esthétique. Il n'y a plus l'esthétique d'un côté et le commerce de l'autre. Tout l'univers de la consommation est totalement imbriqué avec l'univers esthétique du design, du packaging, du graphisme, de la mode. Il n'y a plus véritablement de distinction. Autrefois, il y avait des cloisonnements plus ou moins clairs. Aujourd'hui, tout ça se mélange. Prenez les produits qui autrefois, disons, étaient conçus comme des produits techniques. Les lunettes, les montres, les brosses à dents, des produits utilitaires ou bien des prothèses plus ou moins médicales. Prenez ces produits aujourd'hui. Ils sont conçus par des designers. Des designers, je pense le dernier en date qui est le plus connu, là, la brosse à dents. La brosse à dents faite par Philippe Stark, c'est une véritable une œuvre d'art, avec un design moderniste, des couleurs, etc. Un objet purement sanitaire. Prenez les lunettes. Les lunettes, c'était une chose autrefois que l'on cachait, parce que c'était vraiment pour voir. Pas du tout. Aujourd'hui, les lunettes sont présentées en collection. Des collections présentées avec des top modèles, présentées comme des collections de vêtements, avec des griffes et des marques. Et il n'y a pas de distinction véritable, d'ailleurs, entre une collection de lunettes et une collection de mode. D'ailleurs, c'est les mêmes noms. C'est les marques de mode du vêtement qui, de plus en plus, apposent leur nom pour le phénomène des lunettes. Prenez également les produits de sport. Voilà un exemple tout à fait également très intéressant. Le monde du sport, qui est un monde qui a sa propre logique, mais aujourd'hui, le monde du sport, le monde de la mode, le monde du design, ce ne sont plus des univers séparés. Vous avez les grandes marques d'équipements sportifs, Nike, Adidas, produisent des collections. Entrez dans les flagships de Nike, vous ne savez pas si vous êtes dans un magasin de mode ou dans un magasin de sport. Vous avez des constructions, des installations, des vitrines. Bref, le chic et l'efficacité de la performance sportive, désormais, se sont mariés. Alors, ce n'est pas tout d'ailleurs. Les grandes marques confient maintenant aux architectes les plus connus du monde le soin d'édifier leurs bâtiments. À Tokyo, vous avez les fameux grands magasins dédiés aux marques de luxe, qui sont des véritables lieux aujourd'hui que l'on va visiter, parce qu'ils sont faits avec une très grande créativité. Dans les boutiques de mode ou de luxe, aujourd'hui, on fait appel aux artistes. On présente des œuvres d'art. Je regardais il n'y a pas longtemps sur le grand bâtiment de Vuitton à Paris, sur les Champs-Élysées. Il y a des vitrines. Et une des vitrines, qui est une très très grande vitrine, présentait un artiste d'avant-garde américain, avec le nom de l'artiste américain. Si vous ne savez pas que c'est Vuitton,
vous pensez que c'est une galerie d'art. Vous avez donc une nouvelle réalité économique qui est ce mariage, cette hybridation du commerce et de l'art, et qui est un phénomène évidemment tout à fait nouveau, parce qu'avant il y avait le commerçant qui voulait de l'argent, et puis il y avait l'art, qui était un autre monde. Plus du tout. Aujourd'hui, on fait de plus en plus appel à la créativité artistique pour vendre. Et donc c'est en ce sens qu'il y a un véritable changement. En plus, les marques ambitionnent un positionnement culturel. La publicité, vous savez que la publicité moderne, elle naît à partir de 1880 en Amérique. C'est des premières grandes publicités nationales, mais qui sont des publicités pour faire la promotion d'un produit ou d'une marque. C'est pour faire vendre un produit. On vous dit en gros, mon produit, c'est le meilleur. C'est à peu près... et on essaie de vous séduire pour cela. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe. Vous avez aujourd'hui les marques qui diffusent sur toute la planète des messages de sens, des valeurs. Just do it, be yourself, respectez la nature. Autrement dit, le monde commercial ambitionne le sens. Il devient culturel. Alors que la culture, autrefois, c'était au-delà de la marchandise, au-delà de toute cette dimension. Les grandes marques ne se contentent plus aujourd'hui de dire « mon produit est magnifique, achetez mon produit ». Les marques parlent d'éthique, de racisme, de protection de l'environnement. C'est ainsi que, pourrait-on dire, le nouvel âge de la culture planétaire ne signifie pas seulement la marchandisation de la culture, elle signifie la culturalisation de la marchandise. Il y a les deux phénomènes qui vont ensemble. D'un côté, l'art s'aligne sur le monde marchand, c'est-à-dire que l'art participe du monde marchand, mais en même temps, le monde marchand devient un monde culturel avec des idéaux de culture, de sens, de mythe, de beauté. Et c'est ça, cette nouvelle culture. C'était le troisième trait. Quatrième grand trait, l'âge de la culture planétaire, c'est aussi le formidable gonflement des médias, des industries culturelles, du web. En ce sens, la culture monde désigne l'âge de la croissance exponentielle de l'univers de la communication et de l'information. C'est l'âge d'une médiatisation qui diffuse sur toute la planète un flot ininterrompu d'informations, de publicités, de musique, de spectacles sportifs. C'est ainsi que l'hypercapitalisme de consommation est en même temps un capitalisme culturel, un capitalisme dans lequel la culture s'impose comme une dimension économique majeure. Jusqu'alors, la culture, c'était, bien sûr, il y avait une dimension économique de la culture, il y en a toujours eu, mais c'était une dimension marginale, c'était des choses petites. Ce n'est plus le cas. Il faut bien savoir qu'aujourd'hui, les industries de l'imaginaire
ce n'est plus un monde à part. Je vous donne ce chiffre qu'il faut quand même connaître, c'est que aux États-Unis, les industries culturelles représentent le premier poste d'exportation du pays. Il faut savoir donc que le cinéma et la musique rapportent plus aux Américains que Boeing, que les voitures ou que l'agriculture. C'est leur premier poste d'exportation mondial. Ce n'est pas une petite chose, c'est donc considérable, avec des intérêts économiques considérables. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a partout dans le monde de véritables débats politiques, des conflits politiques sur la culture, qui visent à défendre les cultures. Alors, c'est une défense d'un patrimoine, mais c'est des défenses aussi économiques. Parce que, évidemment, la puissance de pénétration des industries culturelles américaines est telle que ça risque d'étouffer, évidemment, les industries culturelles, la musique ou le cinéma dans les autres nations. Donc là, on est devant une réalité absolument nouvelle. La culture n'est plus un tout petit monde, la culture est devenue une industrie à part entière, avec des bénéfices, avec des coûts de rentabilité, et qui change totalement, évidemment, la définition du capitalisme traditionnel. Il n'y a plus aujourd'hui d'opposition majeure entre la culture et l'économie. Il y a une logique de commercialisation croissante de la culture et qui institue une véritable économie culturelle mondialisée. Depuis les années 80 et 90, d'ailleurs, avec la logique du numérique et de l'Internet, cette logique de planétarisation a franchi un nouveau palier. Car Internet permet d'interconnecter les individus les uns aux autres. Jusqu'alors, les industries culturelles, c'était la radio, le cinéma, la télévision. C'était des industries culturelles de masse, où chacun était un consommateur passif. Vous alliez au cinéma, vous regardiez un film, vous branchez la télévision, vous regardez la télévision, vous ne pouvez pas répondre. Aujourd'hui, avec Internet, évidemment, les choses changent. D'abord parce que le consommateur peut programmer. Il peut regarder les émissions qu'il veut, quand il veut. Ça change complètement. Et puis ensuite, le monde d'Internet et le monde des médias en général brouillent les anciennes oppositions, le proche et le lointain, le national et l'international. Tout cela crée une nouvelle perception du monde. Autrefois, on ne savait pas ce qui se passait à l'autre bout du monde. Aujourd'hui, dans l'instantanéité, vous avez les informations. Ça ne veut pas dire qu'on va vers la paix mondiale. Ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord. Ça veut dire que nous sommes de plus en plus conscients de vivre un monde interconnecté, un monde d'interdépendance. Et que ce qui se passe à l'autre bout du monde a immédiatement un impact ici. Voilà la nouvelle conscience planétaire. La conscience planétaire, ce n'est pas simplement la conscience écologique, c'est le fait qu'aujourd'hui, les individus sentent que tout ce qui se passe dans le monde les concerne, pour le meilleur et pour le pire. Voilà pourquoi je disais au départ que la globalisation, ce n'est pas simplement économique.
C'est une nouvelle forme de conscience qui se crée. Et on en a différentes figures. On a une figure avec la conscience écologique, avec les droits de l'homme dont je vais parler, mais aussi cette nouvelle perception que nous avons du monde grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. J'en viens au dernier trait qui définit cette nouvelle culture que je pense être planétaire. Et j'en parlerai longuement demain matin, d'ailleurs, je vais donc aller plus vite. Cette dimension, c'est l'individualisme. Désormais, la dynamique d'individualisation qui était autrefois limitée à l'Europe et à l'Amérique du Nord gagne l'intégralité de la planète. C'est le monde de la consommation, le monde des médias, qui favorise évidemment le désencadrement des individus et également l'aspiration pour chacun à vivre libre, à décider de la conduite de sa propre vie. Et alors, un peu partout désormais, les individus veulent pouvoir contrôler leur propre existence. C'est là un phénomène absolument majeur et que l'on peut voir un peu partout. Vous voyez, les mariages arrangés nous apparaissent maintenant comme une véritable abomination. Prenez des indices comme la fécondité. On nous dit souvent qu'il y a aujourd'hui un choc des cultures. Par exemple, dans le monde islamique qui refuse le monde, disons, occidental. Ça, c'est vrai dans la rhétorique des mots. Mais dans la pratique des gens et la pratique des familles, c'est pas ça. Je vais vous révéler quelque chose d'extrêmement intéressant. Les femmes iraniennes, je prends exemple l'Iran qui s'oppose frontalement à l'Occident. Les femmes iraniennes font exactement le même nombre d'enfants que les Françaises. Le taux de fécondité des Iraniennes, c'est 2 enfants en moyenne par femme. Ça veut dire qu'il y a le contrôle des naissances. Et s'il y a le contrôle des naissances, ça veut dire que les femmes ont pris la possession de leur corps. Et c'est une valeur individualiste. C'est la même chose d'ailleurs si l'on prend les comportements, le rapport à la mode. Vous avez désormais le désir des gens de s'habiller comme ils le, avec des modèles choisis, avec des fashion week que vous voyez sur toute la planète. Les marques dont je parlais de luxe qui montrent le désir de bien-être individuel, d'enrichissement individuel. Voyez la Chine qui est devenue un pays hyper matérialiste, même si c'est le Parti communiste qui continue à le diriger. Autrement dit, quelles que soient les oppositions idéologiques, religieuses et politiques, en réalité, dans la vie sociale, c'est la dynamique d'individualisation qui avance partout dans le monde. Pas partout de la même manière, plus ou moins lentement, avec des résistances ici ou là. Mais l'aspiration, elle est fondamentalement la même. Je pense que cette dynamique ne s'arrêtera pas. Je pense que cette dynamique est irréversible. C'est d'ailleurs un élément qui doit nous inviter à être relativement optimistes quant à l'avenir de notre planète. Parce qu'on nous présente souvent l'avenir de notre planète comme marqué par l'affrontement des civilisations. La thèse de Huntington, qui parle d'un choc des civilisations, un clash des civilisations, dans une théorie qui nous dit que désormais
les guerres de l'avenir, ça sera l'Occident contre l'Orient, par exemple, ou le christianisme contre l'islam. Je ne partage pas cette analyse géopolitique, et pour la raison que je viens d'expliquer. Parce que, en profondeur, il y a des valeurs communes. Il y a, dans cette culture planétaire qui se met en place, quelque chose qui nous réunit. Ce qui nous réunit, c'est ça. C'est les valeurs de compétition, les valeurs de bien-être, les valeurs individualistes. Ceux-là, c'est les mêmes sur toute la planète. Ça ne veut pas dire qu'on est en paix. Il y aura d'autres formes de conflits, mais ce ne seront pas des conflits de civilisation. Les civilisations en elles-mêmes sont conflictuelles. Regardez, en islam, l'islam, vous avez le mouvement chiite qui s'oppose au mouvement sunnite, à l'intérieur même de la civilisation islamique. Ce n'est pas uniquement l'Orient contre l'Occident. Je crois qu'il y a des lignes de force aujourd'hui mondiales liées à ces 5 traits dont je viens de parler et qui sont des facteurs d'unification planétaire. Unification d'ailleurs qui n'est pas forcément totale parce qu'il y a la grande économie de la démocratie. Démocratie, nul ne sait si elle va se planétariser. Après tout, il y a la Chine qui représente 1,2 milliard de personnes, et ce n'est pas une démocratie, on ne sait pas le devenir des démocraties libérales. Mais il y a néanmoins des forces qui limitent cela. Alors, je vois le temps qui passe très vite, je vais donc accélérer pour qu'on puisse discuter. J'ai parlé d'une culture planétaire et d'un mouvement d'unification planétaire. Mais unification planétaire ne veut pas dire uniformisation planétaire. Il y a des forces qui rapprochent toutes les cultures. Le marché, les moyens de communication, la consommation, l'individualisme. Tout ça nous fait que c'est un peu pareil sur toute la planète et qu'on voit les mêmes choses partout où l'on va. La langue, il n'y a pas de langue universelle. Il y a un anglais. L'anglais se diffuse comme moyen de communication utile, mais les gens continuent à parler leur langue et ils défendent leur langue. Il n'y aura pas, je pense, une culture mondiale. Il y a un bloc de culture mondiale, mais qui ne va pas jusqu'au bout. Ça s'arrête. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. La culture planétaire recompose de la diversité. Elle recompose de la diversification dans les religions, dans les langues, dans la nourriture. Tous les experts en marketing peuvent vous le dire. Vous allez dans un centre commercial d'un pays, vous ne trouvez pas les mêmes produits que dans un pays qui est pourtant à côté. Il y a des traditions, des sensibilités, qui fait qu'il faut adapter au marché, aux sensibilités. Même McDonald's, que l'on prend comme exemple de la coca-colonisation du monde, McDonald's ne commercialise pas ses Big Mac partout dans le monde de la même manière. Un Big Mac en Palestine, en Israël, n'est pas le même Big Mac qu'à Paris, à New York ou à Sao Paulo. Ce n'est pas le même. Pourquoi ? Il y a de la diversité qui se recompose. Alors, il y a beaucoup de gens qui veulent nous faire peur. Le grand spectre de cette globalisation, c'est que toute la planète deviendrait la même. On deviendrait tous pareils. Il y aura bientôt, nous dit-on, 6 milliards d'individus, 9 milliards d'individus semblables.
ils porteront les mêmes chaussures, ils mangeront la même chose, ils verront les mêmes films américains. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La diversité humaine est, je pense, un phénomène anthropologique indépassable. Il y a des phénomènes d'unification et en même temps, il y a des phénomènes de diversification. J'en viens d'en parler, on pourrait montrer des phénomènes de diversification avec la musique. Voyez tous ces phénomènes aujourd'hui de métissage. Un peu partout, les traditions musicales se métissent, se mélangent avec le rock ou avec le pop, et qui fait qu'il y a sans cesse de la création, de la créativité. Et enfin, les individualités. Avec l'individualisation, les goûts des gens sont moins standardisés. Il y a de la standardisation, mais il y a aussi de la diversification. On n'a jamais autant publié de livres, on n'a jamais autant publié de musique. Allez sur YouTube, c'est illimité, illimité le nombre de musiques, de rythmes, de groupes musicaux que vous pouvez entendre. Vous n'avez pas le temps, d'ailleurs, de tout écouter. Et on nous dit qu'on est complètement uniformisé. Mais c'est complètement faux. Il y a des phénomènes d'unification, mais il y a une recomposition de la diversité, mais plus la même. Il y a des phénomènes qui en effet, prenons un exemple très facile à comprendre, c'est la mode ou le vêtement. Depuis le début de l'humanité, les cultures avaient des costumes marqués par leur tradition. Donc, sur toute la planète, il y avait des costumes différents. Aujourd'hui, c'est les marques. C'est des marques mondiales. Donc, on trouve les mêmes marques partout. On est d'accord. Il y a sur ce plan-là, on va dans n'importe quelle grande ville et vous avez les magasins des grandes marques. Vous les retrouvez partout. Mais en même temps, les gens individuellement font des mélanges. Ils prennent un produit d'un tel, ils le mélangent avec quelque chose d'autre. Et il y a une diversification de l'habillement, mais individuel. Alors même qu'il y a une planétarisation des marques sur toute la planète. Alors, je crois qu'il ne faut pas se faire peur avec des choses qui ne sont pas effrayantes. Ce qui doit nous faire peur dans la globalisation, ce n'est pas cette idée d'uniformisation du monde. En général, on ajoute sous l'Empire américain. Ce n'est pas ça la vraie menace. Les vraies menaces qui pèsent sur nous, c'est les inégalités, le creusement des inégalités. Là, il y a de vrais problèmes. Quel capitalisme se crée ? Là, personne ne peut répondre à cette question. Est-ce qu'on va aller vers un capitalisme qui va malgré tout faire sa place à un idéal de justice, de redistribution, de solidarité, ou au contraire un capitalisme dur qui permettra simplement aux gens qui réussissent bien de s'enrichir, et puis les autres qui vivront à l'écart et complètement à l'extérieur. Là, il y a une grande inconnue. Ça peut nous faire peur. Qu'est-ce que feront les individus qui ne seront pas dans le cycle de la globalisation ? Tous ces exclus du monde. Là, on peut avoir peur de ce monde-là, avec des systèmes scolaires qui n'arrivent pas à intégrer les individus. La dynamique de la violence, de la criminalité que porte évidemment la pauvreté. Ça, ce ne sont pas des petites menaces, ce sont des menaces qui sont à nos portes. Et puis il y a aussi une certaine menace qui pèse, disons, sur nos existences individuelles. Parce que le monde de la globalisation, c'est le monde de l'insécurité. Nous sommes désormais dans un monde qui n'a plus de certitude. C'est la grande nouveauté. Le monde moderne a toujours fait peur.
mais en même temps, il faisait rêver. Nietzsche disait que Dieu est mort, alors ça a créé l'angoisse des hommes. Il avait raison. Mais en même temps, les modernes ont inventé des systèmes de croyances, le progrès, le socialisme, la démocratie, la liberté. Alors on disait, bon, maintenant on vit mal, c'est difficile, oui, mais demain ça sera bien. Parce que l'histoire avance vers le mieux. Et il y avait des promesses de l'avenir, des rêves d'un monde meilleur. Ce rêve, il n'a pas disparu, mais il n'est plus convaincant. Il y a de plus en plus de gens qui pensent que la dynamique du progrès, elle crée d'énormes problèmes, de la pauvreté, de l'anxiété, peut-être des guerres, peut-être un bouleversement climatique, et peut-être que nos enfants vivront plus mal que nous, que peut-être nous avons été une minorité, une petite génération de favorisés, mais que peut-être l'avenir sera plus tragique. Alors, je crois que ce qui caractérise ce monde, c'est un monde d'insécurité, un monde désorienté. Et tout le problème, c'est est-ce qu'on peut vivre éternellement dans la désorientation? La désorientation, qui est un phénomène culturel, c'est dans les têtes, c'est dans les cœurs, c'est invivable. L'homme ne vit pas simplement pour... Il ne peut pas vivre simplement en achetant des marques. La consommation n'est qu'un aspect de la vie, un petit aspect finalement de la vie, comparé aux grandes choses de la vie, qui est le travail, l'amour, les enfants, ce que vous faites dans la vie. La consommation, c'est une chose, mais ce n'est pas tout. Or, dans cet univers où nous sommes, tous les grands repères se sont peu à peu brisés. Et les gens vivent de plus en plus dans un monde dans lequel ils sont perdus. Et c'est pour cela que je pense que l'univers technoscientifique qui est le nôtre appelle un investissement considérable dans le savoir, dans l'école, dans l'université. C'est la voie de l'avenir. Ne pensons pas que les choses seront réglées par les incantations morales. Il faut investir dans le savoir, dans une culture qui rend les hommes capables d'affronter et de comprendre le monde dans lequel ils sont. Je pense que l'avenir appartient aux nations qui sauront investir pour les générations de demain. C'est possible, c'est possible. Cela, nous en avons le pouvoir. On voit des pays, des petits pays, qui savent investir dans leur école et qui arrivent à intégrer les jeunes, qui leur offrent des possibilités de se construire dans la vie. Ne croyons pas que c'est seulement parce que nous aurons des marques que nous vivrons mieux. Nous vivrons mieux si nous sommes capables de faire quelque chose de notre vie. Et nous ferons quelque chose de notre vie si on donne les outils mentaux, culturels, intellectuels aux jeunes générations. Et pour cela, il faut investir dans l'école. Voilà. Je vous remercie beaucoup.